4 fois champion d'Angleterre, capitaine de l'équipe de France, joueur du siècle de Manchester United. Et ce même homme a bondi les 2 pieds en avant, il a planté un coup de pied en pleine poitrine à un supporter, et il lui a défoncé le visage à coups de poing au sol, devant 50 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, vous allez apprendre la sombre vérité sur ce que ce supporter lui a hurlé à l'oreille cette nuit-là, et pourquoi un juge l'a condamné à de la prison ferme pour ce qu'il lui avait fait. Plus sombre encore. Vous allez comprendre pourquoi, après cette nuit-là, il n'a plus jamais porté le maillot bleu de l'équipe de France, et pourquoi le meilleur joueur français de sa génération a manqué la Coupe du Monde que la France a gagnée chez elle. Et surtout, le plus important de toute cette histoire, vous allez découvrir pourquoi, au sommet, à nouveau champion avec Manchester United, il a raccroché les crampons du jour au lendemain et a dit au monde entier qu'il préférait partir en roi plutôt que de rester dans l'ombre de ce qu'il avait été. La réponse va vous retourner l'estomac. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce que la télévision française n'a jamais raconté en profondeur sur cet homme. Mais avant tout cela, il faut comprendre comment Eric Cantona en est arrivé là. Selhurst Park, sud de Londres. Mercredi 25 janvier 1995. 9h15 du soir. Un froid humide qui vous rentre dans les os, 25 000 supporters dans les tribunes, et sur la pelouse, un match serré entre Crystal Palace et Manchester United. Un partout. 48e minute. Un défenseur de Palace le taille par derrière. Le Français se relève, regarde le défenseur et lui envoie un coup de pied dans l'arrière de la cuisse. L'arbitre sort le rouge direct. 5e expulsion de cet homme en 2 ans sous le maillot des Red Devils. Il remonte son maillot, laisse apparaître son torse et commence à marcher vers le tunnel des vestiaires, qui se trouve juste sous la tribune où sont regroupés les supporters de Palace. Et là, à 3 mètres de disparaître dans le couloir, un jeune homme de 21 ans descend 11 rangs pour lui crier quelque chose au visage. Ce qui se passe dans les 5 secondes qui suivent, des millions de téléspectateurs le voient en direct dans toute l'Europe. Le lendemain, les journaux français, anglais, espagnols et italiens ont tous la même photo à la une. Et tous emploient le même mot, monstre. Retenez bien ce détail. La veille encore, cet homme était le roi absolu du football anglais. Pour comprendre comment il en est arrivé à sauter dans cette tribune, il faut remonter beaucoup plus loin, dans un quartier des hauteurs de Marseille, où il naît le 24 mai 1966. Marseille. Quartier des Cailloles, dans l'est de la ville, à 2 pas du cimetière Saint-Pierre. Famille modeste, ouvrière. Le père, Albert, gagne sa vie comme infirmier dans un hôpital psychiatrique la journée et peint des tableaux le soir. La mère, Éléonore, fait de la couture à la maison pour arrondir les fins de mois. 3 garçons. Eric est celui du milieu. Et depuis qu'Eric a l'âge de comprendre, son père lui répète une seule chose au sujet du football. Les grands, ce sont les gardiens. Les gardiens décident des matchs. Alors à 6 ans, Eric Cantona fait ce que son père lui demande. Gardien de but du club du quartier. Le SO Les Cailloles. Et là, on voit très vite quelque chose d'anormal. Il n'arrive pas à tenir en place entre les poteaux. Au bout de 3 ans, un entraîneur du club le prend à part et lui dit ce que bien d'autres lui diront ensuite. Petit, ton talent n'est pas derrière. Il est devant. À 15 ans, il quitte la maison. C'est l'AJ Auxerre qui vient le chercher. Un club bourguignon spécialisé dans la formation des jeunes joueurs. Il signe son premier contrat professionnel à 17 ans. Débute en Division 1 à 18. À 19, on le compare déjà à Jean-Pierre Papin. À 21, l'équipe de France l'appelle pour la première fois. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois l'autre Eric. Entraînement avec Auxerre, en 1987. Altercation avec le gardien titulaire du club, Bruno Martini, qui deviendra plus tard gardien de l'équipe de France. Cantona lui envoie un coup de poing en pleine figure et lui casse la pommette. Suspension de 2 mois du club. Amende. La presse française parle pour la première fois du « caractère » de ce jeune homme.
C'est là que commence une série qui va durer toute sa carrière. L'Olympique de Marseille le rachète en 1988 pour 22 millions de francs. Transfert record du football français à l'époque. Bernard Tapie, le patron de l'OM, veut une star. Et ce gamin de 22 ans est la plus grande promesse du pays. Sauf qu'en 2 ans et demi à Marseille, il est prêté 2 fois. Aux Girondins de Bordeaux, pour 6 mois. À Montpellier pour une saison. À Montpellier, il gagne la Coupe de France et se bat au vestiaire à coups de poing avec Jean-Claude Lemoule, un coéquipier. Il lui balance ses crampons au visage. Il revient à l'OM à l'été 1990. Il tient 6 mois. En janvier 1991, après une série d'accrochages avec l'entraîneur Franz Beckenbauer, Tapie le vend à Nîmes, un club de milieu de tableau qui va descendre en fin de saison. C'est là, à Nîmes, en décembre 1991, que se passe l'épisode qui a failli tout arrêter. Écoutez bien ce moment. Il explique tout ce qui va suivre. Cantona est le capitaine du Nîmes Olympique. Lors d'un match contre Saint-Étienne, il conteste une décision de l'arbitre. Il ramasse le ballon au sol et le lui balance directement dans le corps. Suspension provisoire. Commission de discipline de la Fédération française convoquée à Paris. Cantona se présente à l'audience. Les 4 membres de la commission lui lisent l'un après l'autre les charges. Cantona se lève de sa chaise, marche lentement vers chacun des 4, s'arrête devant chaque homme et lui lâche à la figure le même mot en français, idiot. Un par un, aux 4. Puis il s'en va. Suspension aggravée. La fédération décide de l'écarter de tout le football français pendant plusieurs mois. Décembre 1991. Cantona, 25 ans, considéré comme le joueur le plus talentueux de sa génération en France, prend un téléphone, appelle une chaîne de télévision française et annonce en direct qu'il arrête le football. Il prend sa retraite, à 25 ans. Et c'est là qu'un coup de fil va lui changer la vie. Michel Platini, l'homme le plus grand du football français à cette époque-là, sélectionneur des Bleus, à ce moment précis, champion d'Europe en 1984. Platini l'appelle chez lui. Il le fait asseoir. Il lui parle pendant des heures. Et il lui dit une phrase que Cantona va répéter toute sa vie. « Si tu arrêtes maintenant, tu te haïras toi-même jusqu'au dernier jour de ta vie. » Gardez cette scène en tête. Elle va revenir plus tard dans l'histoire. Platini lui décroche un essai en Angleterre, Sheffield Wednesday. Une semaine d'entraînement avec eux. Il ne le signe pas. Mais en janvier 1992, un club tout juste promu en première division anglaise accepte de le prendre en prêt. Leeds United. 6 mois plus tard, Eric Cantona est le nom qui figure sur la liste du dernier champion de la First Division dans l'histoire du football anglais. Le tout dernier champion, avant que le championnat ne soit rebaptisé Premier League. Un Français inconnu, qui avait brûlé tous les ponts dans son propre pays, devient l'homme qui rend à Leeds son dernier titre national. Et 30 ans plus tard, on chante encore son nom dans les tribunes d'Elland Road. Mais l'année suivante, à l'automne 1992, il se passe quelque chose que ni Cantona, ni personne n'a vu venir. Leeds appelle Manchester United pour demander des nouvelles d'un latéral écossais, Denis Irwin. Martin Edwards, le président de United à l'époque, pose au directeur sportif de Leeds une question presque par politesse. « Et vous, par hasard, vous vendriez Cantona ?» Le silence de 3 secondes à l'autre bout du téléphone a changé le football anglais. 1 million de livres sterling, un prix ridicule pour le joueur qu'il est. Le 26 novembre 1992, Eric Cantona signe à Manchester United. Alex Ferguson, l'entraîneur écossais qui se bat depuis 6 ans pour sortir le club du silence, a attendu cet homme toute sa vie. Manchester United n'avait plus été champion d'Angleterre depuis 26 ans. 26 ans. Et là, Cantona arrive. En 5 saisons, il gagne 4 Premier League et 2 FA Cup. Il s'approprie le numéro 7 et le col relevé qu'on va lui copier pendant des décennies. Les supporters lui donnent un nom qu'aucun joueur français n'avait jamais reçu en Angleterre. King Eric, le roi.
Les supporters de United le désigneront en 2001 comme le meilleur joueur de l'histoire du club, devant Bobby Charlton, devant George Best, un Français, dans un club qui n'avait jamais eu de roi étranger. Et c'est là que tout se connecte avec Selhurst Park, parce que le 25 janvier 1995, quand ce jeune homme de 21 ans se dresse au premier rang de la tribune de Palace et lui hurle à l'oreille, Cantona est déjà roi d'Angleterre. Il a déjà remporté 2 Premières Ligues et une FA Cup. Il porte déjà le numéro 7 avec le col relevé. Et pour beaucoup, il est déjà le meilleur joueur étranger jamais passé par la Première Ligue. Et cet homme, avec toute cette histoire derrière lui, se retourne au moment où il entend ce que ce supporter vient de lui crier. Ce que ce supporter lui a hurlé à l'oreille, c'était ceci, en anglais. « Rentre chez toi en France, bâtard de Français ». Et juste après, il a insulté sa mère, Éléonore, la femme qui faisait de la couture à la maison quand Eric était encore un gamin des Cailloles. Une insulte directe à celle qui l'avait mis au monde. Cantona a entendu ces mots à moins de 2 mètres. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en lui. Il a sauté par-dessus le panneau publicitaire qui séparait le terrain de la tribune. Il s'est jeté les 2 pieds en avant sur le torse du supporter. Il lui a planté ce coup de pied de kung-fu qu'on a vu dans le monde entier. Et quand ils sont tombés tous les 2 au sol, il s'est relevé et il a continué à lui envoyer des coups de poing en pleine figure pendant que les stadiers mettaient 8 secondes à arriver. 8 secondes, c'est une éternité quand on est en train de vous casser la figure sans s'arrêter. Le lendemain, la justice britannique l'a poursuivi pour agression. Et voici le détail que presque plus personne ne se rappelle dans le football d'aujourd'hui. Un juge du tribunal de Croydon l'a condamné, en première instance, à 2 semaines de prison. Pas de travaux d'intérêt général, pas d'amende symbolique, de la prison ferme. Un joueur de Manchester United, avec toute la fédération française derrière lui, a essayé de le sauver, avec le club qui payait les meilleurs avocats de Londres, condamné à 2 semaines de prison ferme. Ce n'est qu'en appel qu'ils ont réussi à faire commuer la peine en 120 heures de travaux d'intérêt général, à entraîner des enfants dans 2 écoles primaires de Salford. La sanction sportive, c'est la fédération anglaise qui l'a prononcée. 8 mois de suspension. La FIFA l'a étendue au monde entier. 30 000 livres d'amende. Et une phrase prononcée des années plus tard par Cantona lui-même, dans une interview où on lui demandait s'il regrettait quelque chose. Sa réponse, c'était une seule phrase, courte, sans fioriture, dite avec le calme d'un homme qui n'a plus rien à perdre, « Je n'ai qu'un seul regret. J'aurais aimé lui mettre ce coup de pied encore plus fort. » Et c'est là que commence la partie de l'histoire qu'en France, presque personne n'a voulu raconter en profondeur. Parce qu'après cette nuit de janvier 1995 à Selhurst Park, Eric Cantona n'a plus jamais porté le maillot bleu de l'équipe de France. Plus une seule fois. 45 sélections avec les Bleus, 20 buts marqués, le brassard de capitaine au bras sous Aimé Jacquet, et du jour au lendemain, tout est terminé. 3 ans plus tard, à l'été 1998, la France remporte sa première Coupe du Monde chez elle. Au Stade de France flambant neuf, un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Zinedine Zidane marque 2 buts de la tête en finale contre le Brésil. Une équipe entière, dirigée par Aimé Jacquet, devient l'exploit sportif le plus grand de la France du XXe siècle. Et le meilleur joueur français de la génération précédente n'est pas parmi eux. Ni sur le banc, ni parmi les recalés de dernière minute. Ni même dans le stade en invité d'honneur. Eric Cantona a regardé la finale de la Coupe du Monde de son propre pays depuis très, très loin. Et ce qu'il faisait cette nuit-là, la nuit du 12 juillet 1998, pendant que la France hurlait de joie dans les rues de Paris, c'est quelque chose que presque aucun Français ne sait. Dans un instant, vous allez apprendre où se trouvait exactement Cantona la nuit où la France a gagné le mondial et pourquoi les sélectionneurs français ne l'ont plus jamais rappelé après Selhurst Park. Les 8 mois de suspension prononcés par la fédération anglaise lui sont tombés dessus comme une chape de plomb. Il ne pouvait plus s'entraîner avec l'équipe. Il ne pouvait plus voyager avec United. Il ne pouvait même pas mettre les pieds à Old Trafford un jour de match.
Alex Ferguson l'emmenait en cachette sur les terrains du centre d'entraînement du club, à The Cliff, pour qu'il puisse au moins continuer à toucher le ballon avec 2 ou 3 gamins des équipes de jeunes. Cantona a pensé à tout laisser tomber. A tout arrêté une deuxième fois, comme en décembre 1991 à Nîmes, quand il avait appelé la télévision française pour annoncer sa retraite à 25 ans. Il a téléphoné à Ferguson chez lui pour lui dire qu'il partait, qu'il rentrait en France, qu'il en avait assez. Ferguson a pris sa voiture le soir même, il a roulé 2 heures jusqu'au village où Cantona vivait avec sa femme Isabelle et son petit garçon Raphaël. Et il lui a parlé pendant 4 heures d'affilée, comme Michel Platini l'avait fait quelques années plus tôt. Il lui a demandé une seule chose: reste jusqu'à la fin de ta suspension. Après, si tu veux partir, tu partiras. Cantona est resté. Et pendant ce temps mort, sans match, sans entraînement officiel, sans caméra, il s'est passé 2 choses qui ont défini le reste de sa vie. Et aucune des 2 n'avait à voir avec le football. Écoutez ce qui suit. C'est là qu'apparaît l'autre Cantona, celui que personne ne connaissait. Le 31 mars 1995, 2 mois après le coup de pied de Selhurst Park, Eric Cantona a dû se présenter au tribunal de Croydon, au sud de Londres, pour l'audience d'appel de sa condamnation. Le juge avait décidé, en première instance, de 2 semaines de prison ferme. Les avocats de United avaient plaidé pour une conversion en travaux d'intérêt général. Et ce jour-là, à Croydon, le tribunal a accepté de commuer la peine. À la sortie du tribunal, des dizaines de journalistes venus de toute l'Europe l'attendaient devant la porte. Caméras de la BBC, de la télévision française, de la RAI italienne, des chaînes espagnoles. Et l'homme le plus silencieux du football anglais, celui qui n'avait pas fait la moindre déclaration publique depuis 2 mois, a accepté de s'asseoir face au micro. Il s'est installé lentement. Il a ajusté le col de sa veste. Il a regardé les journalistes un par un. Et dans un anglais lent, avec un accent français très marqué, il a prononcé exactement ces mots. Lorsque les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines dans la mer. Merci beaucoup. Il s'est levé. Il est parti. Personne n'a dit un mot. Les journalistes sont restés assis avec leur micro à la main, à se regarder les uns les autres. Personne n'a compris ce qu'il venait de dire. Personne ne savait si c'était une métaphore sur la presse qui le poursuivait comme des mouettes derrière un pêcheur qui cherche des sardines, ou de la philosophie française, ou une moquerie directe adressée à tous ces journalistes. Le lendemain, cette phrase a fait la une des journaux de la moitié de la planète. On l'a étudiée dans des cours de communication dans les universités britanniques. On l'a citée dans des livres de sport. Pendant presque 30 ans, la phrase des mouettes est devenue la déclaration la plus célèbre de toute l'histoire du football anglais, en dehors du terrain. Gardez bien cette phrase en tête, parce qu'en 2024, presque 30 ans plus tard, Cantona a confessé pour la première fois, dans une interview accordée à la BBC, ce que cette phrase voulait vraiment dire. Et la réponse n'avait rien d'une métaphore poétique. Vous saurez bientôt de quoi il s'agit. Et voici le second moment que presque personne ne se rappelle. Parce que quand le tribunal a converti les 2 semaines de prison en 120 heures de travaux d'intérêt général, quelqu'un à United a dû décider où Cantona allait purger cette peine. Où allait travailler pendant près de 4 mois l'homme que l'Europe entière avait traité de monstre 2 mois plus tôt. La décision, c'est Alex Ferguson lui-même qui l'a prise. Cantona allait travailler avec des enfants. Il allait entraîner des enfants. Il allait donner des cours de football à des enfants des écoles primaires de Salford, un quartier populaire à côté de Manchester. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 4 mois, chaque après-midi, Eric Cantona montait dans sa voiture, roulait de chez lui jusqu'à l'école primaire St. Peter and St. John de Salford, enfilait un survêtement de United, sans logo ni numéro, et entrait dans une petite cour d'école avec 15 gamins de 8 à 11 ans qui ne parlaient même pas français. Et il leur apprenait à contrôler le ballon, à frapper au but, à faire des passes sans regarder. Aucune caméra, aucun journaliste, aucun sponsor. L'homme le plus célèbre du football anglais, condamné pour agression, en train de purger sa peine au milieu d'une bande de gamins d'un quartier populaire.
Et là, sans que personne ne le voie, il s'est passé quelque chose de curieux. Cantona s'est rendu compte qu'il était heureux. Plus heureux que dans les tournées de United. Plus heureux que dans les matchs de Coupe d'Europe. Plus heureux qu'en équipe de France. Des années plus tard, quand il aurait déjà pris sa retraite et commencé à faire du cinéma, un journaliste lui a demandé quels avaient été les meilleurs mois de sa vie en tant que footballeur. Sa réponse, c'était une seule ligne. Les 4 mois passés à l'école de Salford à entraîner ces gamins de 8 ans. Et c'est là que tout bascule. Retenez bien ce qui suit. Le 1er octobre 1995, Eric Cantona a rejoué officiellement avec Manchester United. Old Trafford contre Liverpool. 60 000 personnes debout. 5 minutes d'applaudissements ininterrompus avant même que le ballon ne roule. Ce jour-là, il a délivré une passe décisive et marqué un penalty. 2 partout. Et à partir de ce match, l'homme qui revenait de l'enfer n'a plus jamais failli. Cette saison-là, il a gagné une nouvelle Premier League. Il a gagné une nouvelle FA Cup, avec un but à la 86e minute contre Liverpool, en finale le 11 mai 1996, à Wembley. Doublé complet. Et le 21 décembre 1996, lors d'un match contre Sunderland à Old Trafford, il a inscrit le but qui deviendra l'image la plus célèbre de toute sa carrière. Cantona reçoit le ballon en dehors de la surface, il fait 3 pas vers le gardien, un Français du nom de Lionel Pérez, qui avait été son coéquipier à Nîmes des années auparavant et qui, dans le tunnel des vestiaires ce jour-là, avait refusé de lui serrer la main. Au lieu d'armer une frappe puissante, Cantona pique le ballon par-dessus le gardien d'une lucarne délicate, presque moqueuse. Le ballon entre lentement, en rebondissant 2 fois avant de franchir la ligne. Et là, Cantona fait quelque chose qu'aucun footballeur n'avait jamais fait à Old Trafford. Il se plante au milieu de la surface, les bras légèrement écartés, la poitrine gonflée, le col du maillot relevé comme toujours, et il fait tourner lentement sa tête vers les 4 coins du stade, sans courir, sans crier, sans embrasser personne, comme un roi, comme un empereur romain après une bataille. 60 000 personnes qui chantent son nom. Ce geste est devenu la photographie qui trône aujourd'hui à l'entrée du musée de Manchester United. Et ce jour-là, sans que personne ne s'en doute, commençait aussi son départ. Ici se termine l'histoire avec United. Et ici commence le silence avec la France. Parce que pendant que Cantona reconstruisait son nom en Angleterre, il se passait autre chose en France. Autre chose de l'autre côté de la Manche. Quelque chose que presque aucun supporter anglais n'a compris à l'époque. Revenons à janvier 1995. 10 jours avant le coup de pied de Selhurst Park, Eric Cantona a disputé son dernier match sous le maillot bleu de l'équipe de France. C'était le 18 janvier, à Utrecht, un amical contre les Pays-Bas. La France gagne 1-0. Cantona sort du terrain en tant que capitaine des Bleus, brassard au bras droit, choisi personnellement par le nouveau sélectionneur qui avait pris les commandes de l'équipe depuis à peine quelques mois. Ce sélectionneur, il s'appelait Aimé Jacquet. Et Jacquet, un homme sérieux, catholique, fils de mineur, formé à la discipline rigide du football français des années 70, avait un plan très clair pour préparer l'Euro 96 en Angleterre et, surtout, la Coupe du Monde 1998 que la France allait organiser chez elle. Jacquet avait misé sur Cantona comme capitaine. Il avait dit à la presse française qu'Eric était le cœur de l'équipe, que sans lui, il n'y avait pas de projet. Et puis, 7 jours après ce match à Utrecht, Selhurst Park est arrivé. Aimé Jacquet a vu le coup de pied à la télévision, chez lui, dans son fauteuil. Il n'a pas dit un seul mot en public pendant 6 semaines. Les journalistes français l'attendaient à chaque conférence de presse pour lui demander ce qui allait se passer avec le brassard. Jacquet ne répondait pas. Il souriait et changeait de sujet. Jusqu'à ce qu'en mars 1995, dans une interview accordée au journal Le Monde, il lâche une seule phrase, que la France entière a comprise parfaitement. L'équipe de France a décidé de préparer la Coupe du Monde 1998 avec un groupe de joueurs attachés aux valeurs du sport français.
Rien de plus. Pas un mot sur Cantona. 3 semaines plus tard, quand Cantona a de nouveau été disponible pour des amicaux internationaux, après avoir purgé sa suspension mondiale de la FIFA, Aimé Jacquet ne l'a pas convoqué. Il a donné le brassard à un autre joueur. Et cet autre joueur, il s'appelait Didier Deschamps. Retenez ce nom, Deschamps. Deschamps avait 3 ans de moins que Cantona. Il jouait à la Juventus de Turin. Il était le contraire absolu de Cantona en tant qu'homme. Discret, discipliné, ordonné, sans scandale, sans coup de pied volant, sans déclaration bizarre à la presse. Un homme de vestiaire, un capitaine classique. Dans une interview de 1996 pour le magazine France Football, quand on a demandé à Cantona ce qu'il pensait de Deschamps, il a répondu par une phrase qui a résonné pendant des années en France. Didier Deschamps ne sera jamais qu'un porteur d'eau. Il sera toujours dans l'équipe, mais il ne sera jamais celui qui décide un match. Cette phrase a fait la une. À la Fédération française, elle a été prise comme l'insulte définitive. Et Aimé Jacquet, qui avait attendu en silence pendant des mois, a pris sa décision. Éric Cantona ne porterait plus jamais le maillot bleu de l'équipe de France. Pas un amical, pas un match qualificatif, pas une minute à l'Euro 96, qui s'est joué en Angleterre cet été-là, et où la France est allée jusqu'en demi-finale sans lui. Pas une minute à la Coupe du Monde 1998, que la France allait organiser chez elle. Et voici la partie qu'en France, presque personne n'a voulu raconter à la télévision. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a disputé la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil au Stade de France, au nord de Paris. 80 000 personnes dans l'enceinte. 17 millions de Français devant leur téléviseur. Zinedine Zidane, le jeune homme de 26 ans qu'Aimé Jacquet avait construit comme successeur de Cantona, a marqué 2 buts de la tête en première mi-temps. La France l'emporte 3-0. Emmanuel Petit inscrit le 3e à la 93e minute. Et cette nuit-là, Paris est devenue la ville la plus bruyante de la planète. 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Des feux d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe. Aimé Jacquet a soulevé la Coupe du Monde en tant qu'homme le plus aimé de France. Et Éric Cantona n'était pas dans le stade, ni à Paris, ni même en France. Cette même nuit, pendant que Zidane embrassait la coupe dorée de la FIFA sur la pelouse du Stade de France, Éric Cantona se trouvait à 1300 km de Paris. Plus précisément dans une maison en périphérie de Barcelone, en Espagne, en train de tourner des scènes pour son premier film en tant qu'acteur. Le film s'appelait Elisabeth, réalisé par l'Indien Shekhar Kapoor. Cantona y jouait un ambassadeur français du XVIe siècle, avec perruque longue, barbe postiche et costume d'époque. Sa partenaire à l'écran, c'était une jeune Australienne, presque inconnue à l'époque, 29 ans, qui s'appelait Cate Blanchett. La nuit où la France gagnait sa première Coupe du Monde, le meilleur joueur français de sa génération se trouvait dans une maison louée près de Barcelone, à parler dans un anglais du XVIe siècle, avec une actrice australienne, devant une caméra de cinéma. Un assistant réalisateur lui a apporté un poste de radio portatif sur le plateau cet après-midi-là. Cantona a écouté la finale en français sur Radio Monte-Carlo entre 2 prises. Quand Zidane a marqué le 2e but, il est resté quelques secondes silencieux, sans bouger le visage, la perruque légèrement de travers. Les acteurs anglais du plateau n'ont pas compris ce qui venait de se passer. Un membre de l'équipe technique a raconté des années plus tard qu'à ce moment-là, Cantona a éteint la radio de la main gauche et a lâché une seule phrase en français, très bas, presque pour lui-même, « C'est comme ça que ça se termine ». Il n'a pas précisé ce qui se terminait, et personne n'a osé le lui demander. Cette même nuit, pendant que la France entière dansait dans les rues, Cantona a dîné seul dans la salle à manger de la maison louée, avec une bouteille de vin rouge espagnol et un livre de poèmes d'Arthur Rimbaud. À 11h, il est allé se coucher. Le lendemain matin, à 7h30, il était déjà maquillé sur le plateau pour tourner la scène 23. Il n'a plus jamais parlé publiquement de la finale de 1998. Et c'est ici que nous arrivons à la dernière partie de cette histoire. La partie que presque personne de cette génération n'a comprise à l'époque.
La partie qui, aujourd'hui encore, continue de troubler les supporters de Manchester United et les suiveurs du football français. Parce qu'un an avant cette nuit à Barcelone, un an avant le triomphe de Zidane au Stade de France, Eric Cantona avait fait quelque chose que personne à United n'avait vu venir. Personne dans les tribunes, personne dans la presse anglaise, personne à la Fédération française, pas même Alex Ferguson, jusqu'au tout dernier moment. En mai 1997, à seulement 30 ans, au sommet absolu de sa carrière, tout juste champion d'Angleterre pour la 4e fois avec United, désigné 3 années de suite parmi les meilleurs joueurs étrangers de Premier League, avec un contrat en cours et des millions de livres sur la table qui l'attendaient pour prolonger. Eric Cantona a convoqué Alex Ferguson dans son bureau à Old Trafford un vendredi après-midi. Il s'est assis. Il a sorti une feuille de papier pliée de la poche intérieure de sa veste. Il l'a posée sur la table. Et il a remis à Ferguson une lettre écrite à la main, en français, avec une écriture claire et soignée, que Ferguson a lue en silence pendant 7 minutes sans dire un mot. Quand il a terminé de la lire, il a replié le papier, il l'a rendu à Cantona, et il ne lui a dit qu'une seule chose. « Tu es sûr ?» Cantona a hoché la tête. Il s'est levé. Il lui a serré la main. Il a quitté Old Trafford cet après-midi-là, et il n'a plus jamais rejoué un match de football professionnel de toute sa vie. Le contenu exact de cette lettre qu'il a remise à Alex Ferguson en mai 1997, vous allez le connaître dans un instant. Et ce que Cantona a fait dans les 10 années qui ont suivi son départ du football, pendant que le monde entier attendait de le voir revenir, c'est ce que presque aucun supporter français de plus de 50 ans ne connaît vraiment. La réponse va vous retourner l'estomac. Les années qui ont précédé cette lettre de mai 1997 avaient été les meilleures de sa carrière sur le terrain. 4 Premières Ligues en 5 saisons, 2 FA Cup. Élu 3 fois meilleur joueur étranger du championnat anglais. Idole absolue de 60 000 personnes à chaque match à Old Trafford. Contrat renouvelé avec une augmentation salariale. Offre de sponsoring de Nike, de Sharp, de marques de prêt-à-porter italiennes et françaises. Mais chez lui, dans sa maison de la banlieue de Manchester, où il vivait avec Isabelle et son fils Raphaël, 9 ans, quelque chose s'éteignait en silence depuis des mois. Cette saison 1996-97, la dernière, Cantona avait commencé à arriver en retard aux entraînements. Ferguson le remarquait. Il le prenait dans ses bras à la sortie du vestiaire. Il lui demandait si tout allait bien. Cantona souriait et disait que oui, qu'il était juste fatigué. Mais ses coéquipiers racontent qu'il ne chantait plus au vestiaire après les matchs gagnés. Il ne plaisantait plus avec Roy Keane, ni avec Ryan Giggs. Il restait silencieux sur son banc, se changeait, saluait d'un signe de tête et repartait au volant tout seul jusque chez lui. Voici ce que presque personne dans le vestiaire n'a su avant longtemps. Isabelle, sa femme, avait commencé à lui répéter dans la cuisine de leur maison qu'elle voulait rentrer en France. Que Raphaël grandissait en parlant l'anglais, avec l'accent de Manchester, qu'on ne la reconnaissait plus dans le village du sud de la France où elle avait grandi, que sa mère était malade à Marseille et qu'elle ne pouvait pas aller la voir plus de 2 fois par an. Un dimanche d'hiver 1997, elle lui a demandé de réfléchir sérieusement à arrêter le football. Cantona n'a rien dit ce soir-là. Il est sorti dans le jardin. Il s'est assis sur un banc en pierre avec un verre de vin rouge à la main et il est resté à regarder le ciel pendant 3 heures. Le lendemain, il a écrit le premier brouillon d'une lettre qu'il allait remettre 3 mois plus tard à Alex Ferguson. En avril 1997, Manchester United a été sacré champion de Premier League pour la 4e fois avec Cantona. 4e titre en 5 saisons. Ferguson l'a pris dans ses bras au vestiaire et lui a dit qu'ils avaient construit ensemble le plus grand club d'Europe. Cantona a souri. Il lui a donné quelques tapes dans le dos. Et il n'a rien dit. 3 semaines plus tard, ce vendredi après-midi à Old Trafford est arrivé. La lettre pliée dans la poche. La réunion de 7 minutes en silence. La main tendue. Le départ. Gardez bien en tête ce qui va suivre. Le contenu exact de la lettre qu'Eric Cantona a remise à Alex Ferguson ce vendredi de mai 1997
est resté rangé pendant 18 ans dans les archives personnelles de l'entraîneur écossais à Manchester. En 2015, quand Ferguson a publié le second volume de ses mémoires, il a décidé pour la première fois de la transcrire. La lettre était courte. 4 paragraphes écrits en français à la main, avec l'écriture claire et soignée de Cantona. Le premier paragraphe était un adieu reconnaissant au club, aux supporters et à Ferguson lui-même. Le deuxième parlait de Raphaël et d'Isabelle, du fait que sa famille avait besoin de lui près de la France. Le troisième disait qu'il avait décidé d'échanger le football contre autre chose. Il ne disait pas contre quoi exactement. Il disait seulement qu'il avait besoin de se prouver à lui-même quelque chose sur un terrain où aucun Français n'avait pu le faire avant lui. Et le quatrième paragraphe, le plus court des 4, ne contenait que 2 phrases. La première disait « J'ai peur d'une seule chose, du vide. Je hais le vide ». La seconde disait « Je préfère partir en roi d'Old Trafford plutôt que de rester 10 ans de plus dans l'ombre de ce que j'ai été ». Ferguson a lu ces 2 phrases et il a compris qu'il ne pourrait pas le faire changer d'avis. Il a replié la lettre. Il la lui a rendue. Il lui a serré la main. Et le 18 mai 1997, Manchester United a annoncé par communiqué officiel qu'Eric Cantona mettait un terme à sa carrière professionnelle à 30 ans. Le lendemain, en France, la Fédération française de football a publié un bref communiqué remerciant Cantona pour les services rendus à la sélection. Aimé Jacquet n'a fait aucune déclaration. Didier Deschamps, capitaine officiel des Bleus à ce moment-là, a dit qu'il lui souhaitait le meilleur. Zinedine Zidane, alors âgé de 25 ans, a dit qu'il avait grandi en voulant devenir comme lui. Aucun des 3 n'a plus jamais parlé publiquement d'Eric Cantona pendant les 15 années qui ont suivi. Et Cantona a fait exactement ce qu'il avait écrit dans le 4e paragraphe de la lettre. Il s'est prouvé à lui-même quelque chose sur un terrain où aucun Français n'avait pu le faire avant lui. Il s'est mis au cinéma. Il a commencé tout doucement. Des seconds rôles dans des films européens que presque aucun supporter de football n'a vu. Un ambassadeur français dans Elisabeth. Un policier dans Le Bonheur et dans le Pré. Un boxeur à la retraite dans L'Outre-Mangeur. Les critiques anglais rigolaient. La presse française lui demandait de revenir dans le football comme consultant à la télévision. On lui a proposé le poste de sélectionneur de l'équipe de France de beach soccer, un poste presque symbolique, et il a accepté et il l'a dirigé pendant 14 ans, en gagnant 2 Coupes du Monde avec la sélection de sable. Mais à l'intérieur, il continuait de travailler pour le cinéma. En 2009, 12 ans après avoir arrêté le football, le réalisateur anglais Ken Loach l'a appelé pour lui confier le rôle principal d'un film. Il s'appelait Looking for Eric. Le personnage principal, c'était un facteur de Manchester, la vie en ruine, qui se mettait à parler dans sa cuisine avec Eric Cantona apparaissant comme une figure fantôme. Cantona ne jouait pas un acteur, il se jouait lui-même. Et le film, présenté au Festival de Cannes cette même année, a remporté le prix du jury œcuménique et a été nommé pour la Palme d'Or. Les critiques anglais ont arrêté de rigoler. En 2014, il a été à l'affiche de The Salvation, aux côtés de Mads Mikkelsen. En 2020, dans la série française Dérapage, sur Netflix, vue dans plus de 70 pays. En 2024, il a sorti son premier album en tant que chanteur, un disque intitulé Cantona Sings Eric, avec des chansons écrites par lui-même. Et la même année, la BBC lui a accordé l'interview la plus longue qu'il ait jamais donnée de sa vie. Et c'est là que la promesse des mouettes va enfin être tenue. Dans cette interview, presque 30 ans après cette conférence de presse du 31 mars 1995, au tribunal de Croydon, la journaliste de la BBC lui a enfin demandé ce qu'il avait voulu dire avec cette phrase des mouettes et des sardines. Cantona a souri, la barbe déjà blanche. Il s'est installé dans son fauteuil. Et il a confessé pour la première fois en 3 décennies la vérité. Ça ne voulait rien dire. La phrase des mouettes n'était pas une métaphore poétique. Ce n'était pas de la philosophie française. Ce n'était pas une critique cryptée du journalisme mondial. C'était tout simplement la vengeance d'un homme qui voyait depuis 2 mois la presse anglaise
et françaises lui démolirent l'image sans lui laisser raconter sa version. Et qui avait décidé, au tribunal de Croydon, de laisser à ces mêmes journalistes une phrase absurde, sans le moindre sens caché, pour qu'ils l'analysent pendant des décennies et passent pour des imbéciles devant le monde entier. Les sardines, c'était eux. Et lui, c'était le pêcheur qui balançait un seau vide à la mer. Presque 30 ans d'université anglaise à analyser une phrase qui ne voulait rien dire. Presque 30 ans de livres de football à la citer comme de la philosophie. Presque 30 ans de critiques sportifs à débattre de ce que Cantona avait voulu dire avec ses mouettes. Et il n'avait rien voulu dire du tout. C'était ça, au fond, l'homme qui avait mis un coup de pied dans un supporter 2 mois plus tôt. Un homme qui ne se rendait pas. Un homme qui rendait toujours le coup. Et voici la partie qu'aucun supporter français n'a voulu relier jusqu'à aujourd'hui. Revenons à cette lettre de mai 1997. Revenons au 4e paragraphe. À la phrase qui disait « Je préfère partir en roi d'Old Trafford, plutôt que de rester 10 ans de plus dans l'ombre de ce que j'ai été. » Quand Cantona a écrit cette ligne, il avait 30 ans. Quand la BBC est revenue le questionner à ce sujet dans l'interview de 2024, il en avait 58. 28 ans plus tard. Presque le double de l'âge qu'il avait le jour où il a arrêté. Et pendant ces 28 années, il a fait quelque chose qu'aucun joueur français de sa génération n'a réussi. Ni Zidane, qui a arrêté sa carrière en 2006 et qui est passé sur le banc du Real Madrid comme entraîneur. Ni Deschamps, devenu sélectionneur des Bleus et qui a remporté une autre Coupe du Monde en 2018. Ni Platini, qui a atteint la présidence de l'UEFA avant d'être écarté du football pour un scandale financier. Ni Papin, ni Ginola, ni Weah, aucun des grands contemporains de Cantona. Cantona a fait du cinéma. Cantona a fait du théâtre. Cantona a écrit des livres. Cantona a sorti des disques. Cantona a incarné des personnages dans 28 films et 7 séries télévisées. Et en mai 2026, il y a à peine 3 mois, le Festival de Cannes lui a offert quelque chose qu'aucun footballeur français n'avait jamais reçu dans l'histoire du cinéma européen. Le festival a présenté, en séance spéciale de gala, un long-métrage documentaire consacré à sa vie. Réalisé par les Anglais David Tryhorn et Ben Nicholas. Il s'appelait, tout simplement, Cantona. Et ce soir-là, assis dans la salle Debussy du Palais des Festivals, en smoking noir et chemise blanche, la barbe désormais entièrement blanche à 60 ans, Éric Cantona a vu défiler à l'écran sa vie entière. Les Caillols de Marseille, le coup de poing à Bruno Martini, les 4 idiots de la commission de discipline, le coup de fil de Platini, le dernier titre de First Division avec Leeds, les 4 premières ligues avec United, le coup de pied de Selhurst Park, les gamins de Salford, les mouettes. Les 4 paragraphes de la lettre à Ferguson. La finale du 12 juillet 1998, vue depuis Barcelone. Quand le film s'est terminé, 1500 personnes se sont levées dans la salle. 10 minutes d'applaudissements ininterrompus. Kate Blanchett, assise 3 rangs derrière lui, s'est levée aussi. Et le lendemain, sur cette même croisette où quelques années plus tôt, Zinedine Zidane avait reçu son propre documentaire Hommage à Cannes, Éric Cantona a marché lentement devant les caméras, les mains dans les poches de son smoking, sans sourire, sans saluer, avec ce même visage grave qu'on lui a toujours connu. Un Français de 60 ans qui n'a jamais disputé une Coupe du Monde. Un Français à qui Aimé Jacquet a arraché le brassard de capitaine pour le donner à Deschamps. Un Français que la sélection n'a jamais rappelé. Un Français qui a regardé la finale du 98 depuis une maison louée près de Barcelone, avec une perruque du XVIe siècle sur la tête. Et pourtant, un Français à qui le cinéma européen a offert, 31 ans après ce coup de pied de kung-fu, quelque chose qu'aucune Coupe du Monde n'aurait pu lui donner. Un nom qui pèse aujourd'hui dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans la mémoire culturelle de la France. Un nom que ses propres enfants, Raphaël et Joséphine, et les 2 enfants qu'il a eus ensuite avec Rachida Brakni, Émir et Selma, prononcent avec cette même fierté que vous prononciez, il y a des décennies, celui de votre propre père.
Éric Cantona avait eu raison dans le 4e paragraphe de la lettre. Il est parti en roi, et il n'est jamais resté dans l'ombre. Combien d'hommes connaissez-vous, autour de vous, dans votre propre vie, qui n'ont pas su partir à temps? Combien de pères, combien d'oncles, combien de voisins du quartier où vous avez grandi? Des hommes qui ont été grands dans leur métier, dans leur travail, dans leur famille, et qui sont restés une année de plus. Et encore une, jusqu'au jour où quelqu'un de plus jeune est arrivé et leur a pris la place sans demander. Et ils se sont retrouvés assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant eux, à regarder par la fenêtre, sans savoir quoi faire de leurs mains. Cantona a vu cet avenir devant lui à 30 ans, et il a décidé de ne pas l'accepter. Il s'est levé de sa chaise, il a écrit 4 paragraphes à la main en français, il les a remis à l'homme qu'il avait le plus aimé dans le football anglais, et il est parti par la grande porte. Ce n'est jamais une décision propre. Isabelle l'a quitté 6 ans après cette lettre. Ses enfants ont grandi entre 2 pays. Aimé Jacquet ne l'a jamais rappelé, pour lui demander pardon pour le brassard. Didier Deschamps est resté exactement ce que Cantona avait dit qu'il resterait. Les supporters de Manchester United chantent encore son nom à Old Trafford 30 ans plus tard. Mais Cantona n'est pas resté dans l'ombre. Cantona est parti en roi. Et au fond, c'est la seule question qui compte, quand la fin du chemin approche. Pas combien de titres vous avez gagnés, pas combien de millions vous avez eus, pas combien de gens vous ont applaudi quand vous étiez en haut. Mais si vous avez eu le courage de vous lever de votre chaise et de sortir par la porte le jour où il fallait le faire. Si cette histoire vous a touché au fond, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des histoires que nous sommes en train de préparer. Activez la petite cloche à côté du bouton d'abonnement pour recevoir les notifications à chaque nouveau chapitre. Et laissez-nous un pouce en l'air, ça nous aide beaucoup plus que vous ne l'imaginez. On se retrouve dans le prochain chapitre.